Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, ils approchent les JO de Paris, mais derrière les performances incroyables et les victoires des athlètes se cacheront une somme tout aussi incroyable de souffrances, pour certaines inacceptables. On va en parler avec l'invité du Grand Oral, Patrick Roux. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité est un anniversaire et les programmes sont ceux de science, anniversaire de la mort de Charles Darwin. L'heure de la récré, toujours avec Emma, récré Foutraque, si j'ai bien compris, avec un concours Docteur Maboul. Et puis dans le cours particulier de Marie-Olivier, direction l'Inde, on va parler d'une des plus grandes ONG du pays, Pratham. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Quel est le prix d'une médaille aux Jeux Olympiques? C'est une des questions que pose le judoka Patrick Roux dans Le Revers de nos médailles, livre qui vient de sortir aux éditions Duno. Et si cette question nous intéresse à School TV, c'est pas seulement en raison de l'approche des JO de Paris, et d'ailleurs je devrais dire des JOP de Paris, Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est aussi parce que cette question, elle interroge tout un système éducatif, notamment en judo, qui est quand même un des sports préférés des enfants et des ados. Patrick Roux, bonjour. Bonjour. Alors on va être clair d'entrée, on va dire beaucoup de mal. Parce que votre livre dénonce un système de sélection et d'entraînement des jeunes sportifs qui est fondé sur l'humiliation et la violence. Heureusement, on ne parle pas de tous les sports, on ne parle même pas dans le sport qu'est le judo de tous les centres d'entraînement. Toutes les vies ne sont pas broyées quand même. Oui, bien entendu. Le judo reste une discipline formidable et éducative. Moi-même, c'est ma passion. Je l'enseigne. Je passe beaucoup de temps à transmettre les principes et les fondements du judo. Donc, ce n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, en fait, c'est quelques dérives, effectivement, qui sont souvent liées à des projections, à des fantasmes d'entraîneurs qui veulent aller trop vite avec les jeunes, qui mettent trop de pression trop tôt, qui rêvent de faire une copie conforme de ce qu'on fait avec les grands champions, un peu comme si on pouvait spécialiser les gens le plus vite possible dès la petite enfance. Et en général, ça conduit à de grands dysfonctionnements. Voilà, avec des violences quand même considérables que vous dénoncez dans le livre. Vous donnez la parole à un certain nombre de victimes, des enfants qui se font éclater la clavicule, je vous cite, et qui s'entendent dire « si tu avais été dans ma structure, tu n'aurais pas fait 5 minutes, tu serais allé pleurer chez ta mère ». Leur jeu, c'est votre collègue Hector qui a participé aussi au... Mon collègue, mon ex-collègue. Vous êtes ex-collègue, mais qui dit leur jeu consistait à désigner une victime à l'avance qu'il fallait faire pleurer pendant l'entraînement, mais le plus souvent, le prétexte était une punition à infliger. Donc on parle quand même de violence physique considérable. Oui, alors là on est un peu dans l'extrême des dérives, si vous voulez. C'est en fait à partir des révélations de la patineuse Sarah Abitbol au début de l'année 2020 que ces anciennes victimes, puisque les faits remontent quand même à 15 ans, se sont décidées à parler, ont pris leur courage à deux mains, ce qui était une période très très difficile pour elles. Et là très rapidement, on s'est rendu compte qu'en fait il n'y avait pas une ou deux personnes qui avaient été victimes de ce genre de choses, mais des dizaines. Et que tout ça avait été étouffé et enseveli parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas, et ceux qui prenaient la parole, qu'ils soient d'ailleurs des éducateurs sportifs ou des athlètes, pour se plaindre de ce genre de méthode, étaient systématiquement écartés. Et c'est ce qui vous est arrivé, on va en parler. Les victimes, des filles autant que des garçons. Oui, absolument. J'ose à peine l'exprimer ainsi. C'est ce qui est intéressant dans notre cas, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de faits de sexisme ni d'abus sexuels. Nous, on met vraiment un coup de projecteur sur quelque chose de très particulier au sport de combat, je pense. Ce sont des maltraitances physiques, des violences physiques et psychologiques qui sont souvent camouflées dans la méthodologie d'entraînement. Pseudo-méthodologie d'entraînement, bien évidemment, mais qui amènent, par exemple, certains entraîneurs à des méthodes extrêmes, comme par exemple projeter un enfant de 15 ou 16 ans en dehors de la surface de sécurité, ce qui n'est absolument pas... Voilà, parce que quand on fait du judo, il y a ce qu'on appelle le tatami, oui. Et quand on tombe là-dessus, alors il faut savoir tomber déjà, mais normalement quand on sait tomber là-dessus, on ne se blesse pas. On peut se faire un peu mal, mais on ne se blesse pas. Et c'est complètement irrégulier, c'est monstrueux. C'est contre le code sportif, c'est contre le code du sport, et c'est aussi tout à fait en dehors des règles, contre l'esprit du judo. C'est là où c'est très grave. Si vous voulez dire ce qu'a dit cet entraîneur à l'issue de ce combat où il avait projeté cet enfant mineur sur la surface en dur, il y a eu quand même une vertèbre fracturée. C'est quand même terrible cette histoire. C'est lui qui le dit aussi, je veux des tarés au pôle, le pôle, enfin, qui est un des pôles d'entraînement. Il n'y a que ces mecs-là que tu peux mater, il me faut des psychopathes, tu peux tout leur faire. Oui, alors on a ce genre de propos complètement inacceptables, mais on a aussi des propos homophobes, sexistes. Toi, tu es une sale lesbienne, pas de ça ici sur mon tatami. Enfin, vous voyez,
voyez, la liste est longue et les sujets se croisent. C'est-à-dire que là, on est dans différentes formes de discrimination qui se mélangent. Et à un moment donné, on est obligé de s'arrêter, interloquer, de se demander, mais enfin, personne n'entend ça ? Comment se fait-il, il y a 50 personnes dans cette salle, où sont les adultes, où sont les parents, où sont les responsables? Et là, on va en parler parce qu'ils sont là effectivement. Moi, Patrick, j'ai vibré aux exploits de Teddy Riner, par exemple, même si je ne suis pas judoka, mais je suis impressionné par son parcours. J'étais persuadé que la France avait une grande école de judo, que ça marchait. En fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors, dans cette période-là, on l'a souvent entendu. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu une période, mais peut-être que les choses sont connectées les unes aux autres. On est dans une période où il semblerait que notre école de formation, en tout cas ce qu'on appelle la filière de haut niveau, les pôles Espoir, les pôles France, soit en grande difficulté chez les masculins, alors que chez les féminines, ça continue à produire. Et en même temps, on a Teddy Riner, qui est un judoka extraordinaire, un athlète extraordinaire, aux multiples records. Et donc, d'une certaine manière, continuer à croire que ça marche. La remise en question n'arrive pas. Ouais, on arrive toujours à la fin de l'Olympiade avec un bilan positif, puisqu'il y a 1 ou 2 médailles du côté masculin, il y en a 3 ou 4 côté féminin. Et donc, on n'arrive pas véritablement à faire un débrief objectif, je pense. On ne fait pas de débrief. Pendant ce temps, il y a des dégâts physiques, on l'a dit, psychiques, considérables. La deuxième partie de votre livre, elle est d'ailleurs écrite par une psychologue, Catherine Reperron. Oui, absolument. Alors ça, c'est une rencontre extraordinaire, parce qu'il y a un an, je ne la connaissais pas. Et en fait, j'avais commencé à écrire et j'avais trouvé un éditeur. Mais l'éditeur, moi au départ, je voulais faire juste une enquête sur les témoignages. On avait fait plus de 100 heures d'entretien, donc on avait beaucoup de matière. Mais l'éditeur m'a dit non, il faut faire un livre. On ne peut pas faire seulement des révélations comme ça. Et là, hasard des circonstances, quelqu'un me met en relation avec cette psychologue. Et cette psychologue, en fait, a exploré exactement les mêmes situations que nous avions dans les témoignages, alors que nous ne connaissions pas. Et c'était à peu près à la même époque, elle est partie au bout de 2 ans. C'est dans les mêmes périodes. En disant, moi, je ne peux pas courir ce genre de truc. Et au même endroit. Des hommes, des vrais, il faut être dur. Longtemps, le judo français a cru sa réussite bâtie sur ses slogans, une règle tacite, non écrite, qui a tenu lieu de feuille de route à des générations d'entraîneurs jusqu'à l'excès. C'est ce que vous écrivez, Patrick, dans Le Revers de nos médailles, qui vient de sortir chez Duno. On va continuer à en parler, si vous le voulez bien, juste après l'anti-sèche, Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-sèche consacré aujourd'hui à Charles Darwin qui disparaît le 19 avril 1882. On est au Royaume-Uni, une personnalité que l'on croise bien sûr dans les programmes scolaires. Oui, parce qu'il a révolutionné la biologie avec ses travaux sur l'évolution. Et en fait, il a répondu à cette question que se posaient des scientifiques depuis très longtemps. Quelle place de l'homme dans le monde? On pensait d'abord qu'il n'y avait pas de changement des espèces. C'était Aristote déjà. Puis au 19e siècle, le naturaliste français Lamarck développe la théorie que les individus la théorie selon laquelle les individus changent au cours de leur vie. Et enfin, Darwin, en 1859, va encore plus loin. Les espèces changent au cours des générations par le mécanisme de sélection naturelle. C'est pas une illumination de Darwin, hein, c'est le résultat de travaux, d'études, d'observations. Absolument. Dès son plus jeune âge, il est passionné par l'histoire naturelle. Alors, il est fils de médecin, petit-fils de médecin, mais lui, c'est pas du tout son truc. Ce qu'il veut faire, ce qu'il aime, c'est observer la nature, c'est la géologie, la paléontologie. Il découvre d'ailleurs assez jeune les travaux sur l'évolution des espèces de Lamarck et il est fasciné. C'est ça qu'il veut faire. Et il y a une expédition bien connue qui change le cours de sa vie. On est là en 1831. Il embarque à bord du Beagle pour un voyage de 5 ans, cap sur l'Amérique du Sud. Absolument. Il va observer la faune, la flore. Il ramasse des pierres, des coquillages. C'est un grand collectionneur. Sa collection compte environ 13 000 pièces qui sont conservées aujourd'hui au Musée d'Histoire naturelle de Londres. Il prend aussi de nombreuses notes dans ses carnets, notes qu'il envoie à ses amis en Angleterre. Et ce dont il ne se doute pas du tout, c'est qu'en fait, à son retour, ses descriptions ont été lues par de grands scientifiques qui l'encouragent à continuer. Il décide donc de rassembler des notes et d'en faire un ouvrage. Et c'est comme ça qu'il arrive à se faire connaître. Darwin rentre à Londres, il se retire à la campagne avec sa femme, ses enfants pour s'atteler à la rédaction de l'ouvrage le plus important de sa carrière, un des ouvrages les plus importants de l'histoire des sciences d'ailleurs. Voilà, qui a bouleversé la science, c'est L'origine des espèces, publié en 1859. Darwin met des années à l'écrire, il réfléchit à ce qu'il a vu, à ce qu'il a constaté. Et donc pour lui, les espèces se transforment au cours du temps pour s'adapter à leur environnement et certaines disparaissent par un processus de sélection naturelle. Et au même moment, un autre scientifique, Wallace,
classe a les mêmes idées. Les deux hommes décident de publier ensemble les résultats de leurs recherches. Tout à fait. Et c'est un immense succès. Mais il faut se rendre compte quand même du bouleversement que c'est pour l'époque, parce que la religion catholique, au début, elle n'est pas vraiment ravie de tout cela. Comment entendre que les espèces ont évolué? Comment entendre qu'il existe un lien de parentalité? Elle est rarement ravie avec les découvertes scientifiques, la religion catholique, dans l'histoire. C'est ça, qu'il voilà. existe un lien entre les hommes et les primates, alors que dans la Bible, la Terre est une création de Dieu, il n'y a pas d'évolution de l'espèce humaine, et le premier homme, c'est Adam. Darwin apporte néanmoints des preuves, toutes validées par la communauté scientifique. Ça se fait petit à petit. Ça se fait petit à petit, voilà, et petit à petit, ça prend du temps, mais tout le monde y adhère, et sa théorie est considérée comme un des fondements de la biologie moderne. Ces découvertes ont eu un impact dans tous les pans de la société, pas qu'en sciences, en sociologie, en psychologie, en éthologie aussi. C'est la science des comportements des espèces animales dans leur milieu naturel. Et le succès de Darwin est tel que lorsqu'il meurt en 1882, il est enterré à l'abbaye de Westminster, où sont enterrés tous les rois et reines d'Angleterre. Excellent, Voilà. On dit ça avec un air super réjoui. Bon, allez, on continue à parler de darwinisme, mais une autre forme de darwinisme, le darwinisme qui mène à la sélection des meilleurs champions. Patrick Roux, grand oral. La banalisation des sévices punitifs justifiée par la recherche d'accoutumance à la douleur lors de randonnées au sol notamment est l'une des raisons qui ont poussé Hector à démissionner de son poste. Je ne pouvais plus supporter d'assister à ce spectacle dégradant où certains de mes collègues s'acharnaient, parfois pendant toute la séance, sur une frêle jeune fille jusqu'à la soumission, continuant malgré ses cris. Seuls les jeunes les plus malingres avaient droit à ce traitement de faveur évidemment, entre guillemets. C'est Hector Marino qui parle dans votre livre Patrick Roux, le revers de nos médailles. Les principaux auteurs des violences que vous dénoncez, ce sont les entraîneurs. Oui, en général, c'est dont il s'agit. Il arrive aussi parfois que les athlètes se brutalisent entre eux. Mais ça dépend du climat, de l'environnement qui a été créé sous la direction de l'entraîneur. Oui, voilà, c'est ça. Un bon entraîneur, d'excellents entraîneurs comme Hector Marino, au contraire, installer un climat motivationnel qui soit positif pour tout le monde, dans lequel chacun peut se développer dans une certaine entente, si vous voulez. Et alors, on progresse ensemble. Une des raisons pour lesquelles les entraîneurs peuvent continuer à faire tout cela au vu et au su de plein de gens, c'est qu'ils ont un rôle absolument fondamental. Et alors notamment avec les jeunes athlètes, c'est un peu des paires de substitution, parfois des deuxièmes paires. Enfin, Oui, alors ça c'est vraiment quelque chose qu'il reste à analyser. Parce que là, ce que vous mentionnez, ce sont des faits qui se sont produits entre 2002 et 2010 à peu près. Mais on n'a jamais fait d'analyse de pratique. On n'a jamais identifié les victimes. On n'a jamais cherché à leur redonner la parole. Encore aujourd'hui, et c'est la bataille de mon association, nous allons voir les instances en leur proposant, en leur disant mais faites venir les victimes, laissez-les s'exprimer, laissez-les vous raconter. Vous plaidez pour une commission, l'équivalent de la commission Sauvé de la SIAZ en fait, qui était la commission de Sauvé sur les violences sexuelles dans l'Église catholique. Vous dites qu'il faudrait une commission Sauvé pour les violences dans le sport de haut niveau. Absolument, d'autant qu'il y a eu des enquêtes déjà, il y a eu des enquêtes administratives, il y en a toujours en cours. Nos 30 et quelques signalements envoyés à Signal Sport au ministère des Sports ont aussi déclenché un grand nombre d'enquêtes. Le problème c'est qu'est-ce qui se passe après ? Et qu'est-ce qui s'est passé avec les enquêtes antérieures dans ces années-là, en 2010, etc. Et là, si vous voulez, nous, on identifie des choses bien curieuses. Donc, effectivement, je pense que si on n'objective pas les enquêtes, si on ne les cloisonne pas, si on ne prend pas plus garde au fait que parfois, dans le sport, tout le monde se connaît, des gens qui étaient avant entraîneurs peuvent se retrouver un jour dans un poste administratif avec en charge ce type d'enquête, par exemple, ça arrive. Et puis il y a des relations de pouvoir et des enjeux d'argent aussi, il y a des enjeux, tout ça. Il y a des réseaux, la montée du sport business ne facilite pas tout. Le rôle des parents, si on en reste là-dessus quand même, il n'est pas simple non plus. Parfois, les enfants n'osent pas, j'allais presque dire, briser le rêve parental en rentrant à la maison en disant, écoute, t'aimerais que je devienne judoka de haut niveau, mais ça va juste pas être possible. Bien évidemment, il y a des parents qui sont de très bons accompagnants, mais malheureusement, Sarah Abitbol le décrit aussi très bien dans son livre, il y a des parents qui sont eux-mêmes tellement dans la projection, tellement dans la frustration qu'ils, en quelque sorte, projettent tout leur désir de réussite sur leurs enfants, un peu comme dans d'autres phénomènes d'éducation. Et dans ces cas-là, on a l'impression que toutes les barrières de vigilance sont levées, c'est-à-dire qu'ils vont confier leur enfant aux entraîneurs, les laisser partir à tout bout de champ sans véritable contrôle, etc. Évidemment, c'est ouvrir la porte et mettre les enfants à la merci de beaucoup de choses peu recommandables. Donc, vigilance. Une omerta sur tous ces faits, mais vous-même, quand vous découvrez tout cela, vous n'y êtes pas préparé, et il y a une espèce de moment que vous décrivez dans le livre de sidération, où vous les occultez, quasiment. Alors,
Une omerta, oui, parce que partout où nous sommes allés, 5 ou 6 régions différentes, on voit que c'est systémique, c'est pas un seul endroit, etc. La phrase qui revient tout le temps, à tout bout de champ, c'est « mais tout le monde le savait ». Et donc ça, c'est sur des décennies, c'est pas seulement aujourd'hui. Dans mon cas, pour ce qui m'est arrivé, oui, j'étais complètement sidéré parce que quand en 2004-2005, j'ai recueilli les premiers signalements, les premières bribes de témoignages, je n'étais pas du tout formé à ça. Je ne savais pas du tout ce qu'il fallait faire avec ça. Donc un peu naïvement, je suis allé voir la direction de ma fédération et je leur ai dit, voilà, il se passe quelque chose, vous devriez enquêter. Moi, c'est pas mon travail. Moi, j'étais formateur, pédagogue, passionné par mon sport. Je faisais pas du tout ce genre de choses. Et en fait, le simple fait d'avoir posé cette question, tout s'est retourné contre moi. En fait. Oui, vous n'êtes pas resté formateur longtemps dans cette structure. Non, c'est surtout que, si vous voulez, à partir de là, le climat avait changé. Il s'est passé de drôles de choses. Il y a des gens qui m'ont montré du doigt, qui m'ont traité de délateur, ou vous voyez, un petit peu. Et donc, ils ont rendu ma position intenable. Et notamment psychologiquement, ça devenait très difficile pour moi de continuer à faire mon travail. Donc, voilà, je pense que toutes ces choses-là, pour l'instant, ne sont pas analysées véritablement. C'est très complexe, il faut faire de procès d'intention à personne, mais c'est vraiment très complexe. Et donc on est très loin d'en être sorti. D'ailleurs, hier soir, j'ai fait 2 heures d'entretien avec une ex-victime. Ouais. Et qui m'a raconté bien pire que tout ce que vous avez lu. Oh mon Dieu. Bon, et pourtant, je peux vous promettre que dans le revers de nos médailles qui vient de sortir chez Duno, il y a des choses assez abominables. C'est un livre qui est né, je cite, du récit de 2 anciens cadres techniques de la Fédération française de judo, d'une psychologue du sport, ainsi que d'un ensemble de témoignages très forts, troublants et parfois éprouvants. Et ça, je vous le confirme, on retrouve un de ses auteurs, Patrick Roux, juste après la récré. On a un peu besoin, là, on respire un peu. Pas envie de faire de judo cette année? Non, moi c'est... Non, on n'y va pas. Mais vous avez tort, si vous tombez sur des formateurs comme Patrick, ça va se passer super bien. Je l'ai jamais fait, mais il faudrait peut-être que je m'y mette. En fait, c'est même pas 1% des cadres qui sont comme ça. Bah oui. C'est pour ça qu'on peut le régler, le problème. Moi, c'est plus sportivement que... Voilà. Bon, allez, on prend une récré. Vous allez nous rendre ma boule pendant la récré? Mais oui, parce que Maboul, c'est le cas de le dire. Je vais vous parler du championnat du monde du docteur Maboul qui a eu lieu il y a quelques jours. C'est très sérieux. Je vous avais parlé du rassemblement de Schtroumpf en Bretagne. J'avais fait l'impasse sur le championnat du monde d'œuf maillot alors que ça existe, ça aussi. Mais je ne pouvais pas faire l'impasse sur le championnat du monde de docteur Maboul. D'accord, docteur Maboul, comme le jeu. Alors voilà, c'est bien du jeu dont il s'agit. Le célèbre jeu de société où il faut extraire des corps étrangers à un patient sans que notre main ne tremble. Et si ça bip, c'est qu'on s'y prend mal et au bout d'un certain nombre de fois, on est éliminé. D'accord, il y a combien de candidats pour ce championnat? Alors 160, c'est la troisième édition et à la première édition, ils étaient 16. Donc beau score, 160 candidats. C'était très médiatisé, j'ai vu les images, il y avait beaucoup de caméras venues voir comment se déroulait ce concours si particulier. Alors tout le monde était à fond, tout le monde était en blouse blanche, puisque tout le monde était docteur Maboul, voilà. Les règles du jeu très strictes, le tout avec beaucoup d'humour. Il y avait même une cellule psychologique prévue pour accueillir les joueurs qui perdaient dès la première manche, qui avaient un peu de mal avec le verbe perdre. On aurait pu y voir Marine Plantet, qui ne m'en voudra pas de dire ça. Bref, l'événement a duré toute la journée avec une lauréate, Lucille. Elle est étudiante en comédie musicale au cours Florent et elle a gagné 1 000 € pour l'association Le Rire Médecin. Ce qui est fort sympathique. Voilà. Il y a quelqu'un dans mon oreillette qui est en train de vous promettre des prises de judo extrêmement désagréables. Je prends. Ah ouais. Ça va, si c'est bah pas... alors. Il y en a de très mais ça ira. C'est vrai. Ah bon? Parfois. Je vais mettre Le balayage. Allez, un petit balayage. Grand oral, Patrick Roux. Agressions sexuelles et viols, harcèlement, brimade, châtiment corporel, humiliation, discrimination, agression avec coups et blessures. Certains témoignages reproduits dans le livre de Patrick Roux sont proprement insoutenables. Vous-même, vous avez été champion d'Europe, je ne l'ai pas dit quand même, en catégorie super léger, médaillé de bronze au championnat du monde, c'était en 87, 5e au JO de Séoul, ça c'est 88, et donc ensuite, ça vous l'avez mentionné rapidement, entraîneur national et assistant du directeur technique. Vous-même, dans vos années de jeunesse, vous avez été... comment on vous a entraîné? Vous avez subi des sévices comme ça? J'ai participé à des entraînements très durs, par exemple... il arrivait qu'on subisse des étranglements, que parfois on tombe un petit peu dans les pommes aussi, mais si vous voulez, c'était fait dans le respect. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je n'ai senti de la part d'aucun entraîneur une volonté de faire mal ou de provoquer ou d'humilier. C'était véritablement un peu comme une initiation, si vous voulez. D'accord. À aucun moment, je n'ai eu une mauvaise impression de ces entraînements. En fait, non, moi je peux dire que vraiment pendant toute ma carrière à haut niveau, que j'ai vraiment très bien vécu, je n'ai pas vécu ce genre de violence
violence et de dérive. C'est après, c'est pendant que je faisais mon travail vous avez découvert tout ça. de formateur à la direction technique de la fédération, que tout d'un coup, par un concours de circonstances, j'ai découvert ça. Ce qui m'a amené à me poser une question que je trouve incontournable. D'où viennent ces violences ? Eh oui. De quoi ces violences, sont-elles le symptôme ? Parce qu'il faut recentrer. Je veux dire, le sujet, c'est pas les violences. Le sujet, c'est plus que les violences. Il ne faudrait pas qu'un jour, on se rende compte, par exemple, que dès 2004-2005, eh bien, en fait, toutes les alertes étaient là. Le système sportif, jusqu'au plus haut niveau de ces institutions, avait reçu ces informations. Et qu'en ont-ils fait ? Puisque 4 ans après, 8 ans après, 12 ans après, on trouve finalement les mêmes signalements. Mais ça, c'est la question qui hante le livre. Les responsables savaient-ils ? Et quand on vous lit, je vous dis ça en tant que lecteur, on se dit, ils ne pouvaient pas ignorer. Alors, si vous voulez, là, je vous le disais tout à l'heure... Vous ne l'écrivez pas comme ça, donc je ne vais pas vous faire dire ce que vous n'avez pas écrit, mais je vous donne un retour à utilisateur du livre. Bientôt 150 heures d'entretien. Plus de 30 signalements, des cinquantaines de personnes, ex-victimes, témoins auditionnés. Si vous voulez, le flux ne se tarit pas. Après presque 3 ans, 2 ans et demi de travaux de notre association. C'est Artemis Sport, on n'a pas donné son nom à Sport, oui. Artemis Sport, qui est une association complètement bénévole et indépendante, fondée par des ex-victimes et des témoins, des lanceurs d'alerte. D'ailleurs, le statut de lanceur d'alerte n'existe pas non plus dans le sport. Et donc, si vous voulez, nous, la question qu'on pose, c'est quelle est l'origine, de quoi ces violences sont-elles le symptôme ? Je pense que ça, c'est une question qui concerne tout le mouvement sportif. C'est pas seulement le judo, ça existe dans tous les sports. Il n'y a pas un petit côté historique aussi, parce que le sport professionnel en France, il s'est structuré sur des bases très militaires, et je le dis au sens propre du terme. Alors oui, De Gaulle confie le sport à l'armée. Je suis d'accord avec vous, je pense que le sport véhicule de vieilles croyances. Le système militaire ou le modèle militaire nous a peut-être aidés au départ pour organiser, pour structurer les premières organisations du sport, mais aujourd'hui, 50 ans après, on a peut-être besoin d'un modèle qui soit un petit peu plus inspiré des sciences, de la connaissance, de l'approche cognitive. Voilà, alors je vous interromps, mais c'est pour vous redonner la parole parce qu'il ne nous reste plus un temps fou et je voudrais justement qu'on en dise. D'abord, ces autres modèles, ils existent. Il y a des pays qui ne font pas comme la France et qui ont des palmarès tout aussi prestigieux. Et puis, il y a des méthodes, il y en a une notamment le LTAD, qui sont des façons de penser l'entraînement non harcelante, non violente, et qui marche aussi très bien. Oui, alors moi, suite à mon éviction de la Fédération française, je suis parti travailler 12 ans à l'étranger, 4 ans en Angleterre et 8 ans en Russie. Et ça m'a amené à parcourir le monde. Je suis allé dans multiples dispositifs d'entraînement, au Japon, dans les pays nordiques, au Canada, etc. Et si vous voulez, là, je me suis rendu compte que dans certains pays, ils ont pris une avance considérable par rapport aux sciences cognitives, par exemple. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'approche motivationnelle, la manière dont on essaye de mettre les gens en confiance, de les installer dans un climat complètement équilibrant qui leur donne envie vraiment de s'éclater en faisant leur sport. C'est aussi la manière dont on enseigne. C'est la manière dont on enseigne qui reste très classique chez nous-mêmes à l'école. Parfois à l'université, on a un professeur qui se fait plaisir en faisant un discours pendant 2 heures et puis les étudiants ils grattent comme ça. Eux, ils sont passés à autre chose depuis longtemps. On le retrouve dans le sport. Par exemple, on apprend très tôt aux enfants le jeu, l'intelligence de jeu. Et donc l'intelligence de jeu, on voit les yeux qui pétillent. On voit les enfants qui font du judo, mais ils ont la banane, ils essayent, ils prennent des risques, ils cherchent le balayage, l'instant parfait. On sent qu'ils s'amusent véritablement. C'est pas mal. Voilà, c'est le truc complètement imprédictible. Voilà, même Teddy Riner peut se prendre un balayage, si vous voulez, c'est l'imprédictibilité du combat, c'est ça. Chaque jour, il faut écrire sa page. À chaque seconde, il faut tracer son sillon. Et en un mot, juste la signification de LTAD. Alors le LTAD, ça veut dire Long Term Athlete Development. Voilà, c'est une vision qu'on ne fait pas un champion olympique en 3 jours et on ne recopie pas les stratégies d'entraînement d'un grand champion avec des enfants parce que l'enfant, c'est pas un adulte en miniature. Il faut des étapes bien structurées et il faut surtout suivre l'idée qu'une étape ne doit pas nuire à la suivante. Le revers de nos médailles, Patrick Roux, c'est chez Duno. Vous pouvez évidemment le lire. Vous restez avec nous. On va partir en Inde pour voir aussi des pédagogies innovantes parce que vous avez raison, quand on voyage, on apprend plein de choses. Emma, merci beaucoup. Merci beaucoup. Marie-Olivier, cours particulier. Aujourd'hui, dans le cours particulier, direction l'Inde. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Direction l'Inde, où on va découvrir une des plus grandes ONG du pays, qui touche, je pense, aussi une des plus grandes ONG éducatives au monde d'ailleurs. Oui.
Pratham. Pratham, exactement. C'est une ONG d'éducation qui a été fondée il y a bientôt 30 ans à Bombay par les entrepreneurs sociaux Madhav Chavan et Farida Lambay. Comment ont-ils eu l'idée de cette ONG en 1984 ? Alors en fait, l'UNICEF avait lancé un projet appelé Initiative d'éducation à Bombay dans l'optique d'améliorer l'éducation primaire en Inde. C'était un partenariat à l'époque entre le gouvernement, les entreprises et la société civile, et cela a mené à la création de Prathan. Donc ils ont d'abord mis en place des balwadis dans les bidonvilles de Bombay. Les balwadis, ce sont des jardins d'enfants, Allez-vous le demander. des écoles maternelles. Et ensuite, Des cours avant l'école, en fait. exactement, oui, c'est ça. Voilà. Et ensuite, de plus en plus de bénévoles ont été recrutés et se sont mis à enseigner dans des temples ou au sein de différentes communautés. L'objectif qui est au cœur pour Pratham, c'est la scolarisation. Exactement, oui, tout à fait. La mission de l'ONG, c'est que chaque enfant puisse aller à l'école et qu'il apprenne correctement. Prathan se concentre en particulier sur l'alphabétisation des enfants pauvres dans une logique d'équité économique et sociale. Et pour cela, ils mettent en place des modèles d'éducation qui sont peu coûteux et reproductibles. Plein d'activités, on peut en citer quelques-unes ? Oui, alors Pratham a de nombreuses activités. L'une d'entre elles, elle permet d'orienter les programmes d'éducation. En fait, c'est la publication d'un rapport annuel sur l'éducation. L'ASER, c'est une étude à l'échelle nationale qui permet de faire état des progrès du secteur de l'éducation chaque année et de voir district par district, État par État, ce qu'il reste à améliorer. Et ce modèle a d'ailleurs inspiré une quinzaine d'autres pays dans le monde. Et donc ça débouche. Donc je ne sais pas si par exemple ils disent que l'alphabétisation est améliorée, il y aura des actions derrière. C'est Parce ça. que nous aussi, on sait faire des rapports en France. Exactement. Pas qu'on pense qu'on ne sait pas faire de rapports en France. Bien sûr. Très bon exemple, l'alphabétisation. Justement, en 2006, par exemple, le rapport annuel sur l'éducation indiquait que 50% des enfants dans les écoles publiques ne savaient pas lire après 5 années d'école. Eh bien, Pratham a mis en place 1 an plus tard Read India, donc lire en Inde, un programme qui permet, grâce aux bénévoles et aux professeurs partenaires, d'améliorer la lecture, l'écriture et les bases des mathématiques. Et 34 millions d'enfants ont été concernés par Read India depuis. C'est ça, ils ont publié des livres aussi. Hein. Ils ont aussi publié des livres. Pratham Books publie des livres de qualité et peu coûteux pour les enfants. Ils ont publié plus de 200 livres dans 10 langues indiennes et ont touché plus de 14 millions d'enfants. Alors si on a entendu parler de Pratham un peu dans le monde entier, c'est parce qu'ils ont un programme phare très inspirant qui est une méthode qui s'appelle Enseigner au bon niveau. Moi, c'est comme ça que j'avais oui, leur méthode croisé phare, c'est cette ONG. Teaching at the right level, donc enseigner au bon niveau. Les initiateurs de la méthode partent d'un constat simple. En Inde en particulier, il y a un clivage entre le fond de la classe et les élèves du premier rang. D'accord. Le premier rang qui suit et le fond de la classe moins. C'est ça. En fait, les élèves du premier rang, ce sont les enfants qui ont la chance d'avoir eu une éducation avant même de rentrer à l'école, donc à l'école maternelle, ou pour la plupart des parents qui sont éduqués. Et c'est d'ailleurs pour cela que dès le départ, Pratham a donné des cours aux enfants en école maternelle avant qu'ils n'entrent à l'école vraiment pour réduire les écarts à la source. Voilà, ça, c'est un problème mondial qu'on a bien en France aussi, c'est que les écarts se creusent à l'école en général. Malheureusement, oui, exactement. Les enseignants ont plus tendance à interagir avec les enfants du premier rang, à plus les stimuler, et le fossé donc s'agrandit. Avec Teaching at the Right Level, Pratham entend réduire ces écarts et en faisant travailler les enfants par niveau. Concrètement, ils s'y prennent comment ? Alors, concrètement, l'enseignant d'abord fait en sorte d'évaluer le niveau de chaque élève. Donc, il a un document qui lui permet de voir et de comprendre le niveau de la lecture de l'élève, par exemple. Et une fois que l'adulte a compris où se situait l'enfant, il classe les enfants par groupe de niveau. C'est très débattu, les groupes de niveau. En France, on a tendance à dire que c'est discriminant. Ça peut, mais en fait, cela leur permet d'apprendre en groupe sur un point à améliorer, plutôt que toute la classe apprenne la même chose, alors qu'il y a un niveau qui est très hétérogène. Donc, en fait, avec Teaching at the Right Level, les enfants ne sont pas classés par âge, mais selon leur niveau d'avancement sur tel ou tel sujet. Donc, plutôt que se dire il faut suivre le programme de telle classe par an, on travaille vraiment sur des objectifs qui sont clairement articulés afin que chacun puisse acquérir, par exemple, les bases de la lecture. Un mot sur l'impact de cette méthode. Elle a été évaluée notamment par JPAL, qui est un des grands laboratoires d'évaluation des politiques publiques. Exactement, c'est un laboratoire de recherche mondiale sur la pauvreté. Donc c'est très sérieusement évalué tout ça. Et ce JPAL montre par exemple qu'après avoir suivi un stage d'apprentissage par cette méthode dans l'Uttar Pradesh en Inde, le nombre d'enfants capables de lire un seul paragraphe avait doublé par rapport à un enseignement classique. x2, c'est pas mal. Et alors, s'ils agissent à quelle échelle? C'est une grosse ONG. Hein. C'est une grosse ONG. 8 millions d'enfants en 2018 avaient été touchés, ce qui représente environ 285 000 écoles. Et aujourd'hui, cette méthode est reprise dans d'autres pays dits en développement, par exemple en Zambie. Marie, merci beaucoup pour ce zoom sur Pratham, cette énorme ONG indienne créée en 1984. L'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Patrick, merci beaucoup. On le cite quand même, le livre de Sarah Abitbol, parce que vous l'avez dit plusieurs fois. Un si long silence, c'était chez Plon en 2020.
80. Il y a aussi eu un documentaire. Hein. Et puis évidemment, il faut lire votre bouquin qui est sorti chez Duno. Oui, d'autant qu'il y a un trait d'union avec ce que vous venez d'expliquer. Je pense que dans mon livre, en termes de propositions, je propose l'approche cognitive au judo. Ouais. Et ça ressemble tout à fait à ce déroulé assez structuré, mais pas forcément discriminant, que vous avez décrit juste à l'instant. Savoir indiquer le prochain but, le prochain petit pas à chacun des élèves, ça c'est un art de la pédagogie de l'entraîneur, par exemple, de mon point de vue. Patrick Roux, merci beaucoup. Moi, ma prochaine étape, c'est de mettre un balayage à Teddy Riner. Il paraît que c'est super facile. La vôtre, c'est de lire le livre de Patrick Roux, Le revers de nos médailles, c'est chez Duno. Et la mienne, c'est de vous remercier toutes et tous. Marie, merci. Au maquillage, merci à Laure Audemont. Merci à Marine Plantec, assistée par Emma Frari. En régie au son, à Maxence Mougin. À la réalisation, à Xavier Sanchez. Vous restez, vous, sur School TV. Et on se retrouve en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.